croyons pas que la guerre d'Algérie est terminée. C'est étonnant de voir comment la France a pu se réconcilier avec l'Allemagne aussi rapidement et n'arrive pas à le faire avec l'Algérie. 60 ans après l'indépendance, les plaies de la guerre d'Algérie ne sont toujours pas refermées. En Algérie comme en France. La France où se sont exilés les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs. C'est leur histoire qu'ils vont vous raconter. Ça a été une horreur, le départ. Ce déracinement... C'était notre terre. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qui partira quand on sera mort. Il n'y a personne aujourd'hui, hein? Non, personne. Il y a nous. Et il y a Pépé. Et il y a la petite Gladys. Gladys a été enterrée en 1943 en Algérie. Mais pas pour l'éternité. Car André Moyot décide avant de quitter le pays en 62 de partir avec les corps de sa famille proche. On l'a ramené avec les corps. Donc de Gladys, de Mémé, Yvonne. Oui. Mon grand-père, Joseph Moyot. Oui. Ma grand-mère. Ensuite, deux tantes. Mon père ne voulait pas partir du tout, laisser le corps de ma mère en Algérie parce qu'il y avait quand même des cimetières qui ont été saccagés. Il m'a dit, je pars si on peut emmener les corps. On a téléphoné à un transitaire qui était à Bonn. On l'a soudoyé pour qu'il puisse accepter de prendre les corps. Ils ont été emmenés par la grue qui les a amenés sur le bateau. Et ensuite, on les a retrouvés à Marseille. En pleine débâcle de l'après-indépendance, plus d'1 million de Pieds Noirs, sur une population de 9 millions, quittent définitivement le pays. La plupart vont découvrir la France pour la première fois. Ils sont originaires pour beaucoup d'Italie, de Malte ou d'Espagne. Des ouvriers, des fermiers attirés par une vie meilleure en Algérie. La France, qui s'empare de l'Algérie en 1830, leur a promis des terres, des emplois, et va leur donner la nationalité française pleine et entière, le droit de vote, ce qui ne sera jamais le cas pour les Algériens. En 1962, les Pieds Noirs fuient dans la précipitation, un pays où ils vivent parfois depuis plusieurs générations, le plus souvent avec une valise à la main. André Moyot, lui, parvient à rapatrier sans les déclarer 6 cercueils cachés dans un conteneur. Ne pas les avoir abandonnés, c'est quelque chose d'important pour nous. On est d'origine italienne, donc la famille est très importante. Cette histoire est tellement belle d'avoir pu ramener les corps. Pour nous, c'est une grande fierté. Chaque fois que nous venons ici, ça rappelle un peu l'Algérie, quoi. Je suis né en France, je vis à travers l'histoire qui m'a été racontée. J'aurais voulu voir où ils travaillaient, où ils ont vécu. Ça a toujours été un manque. Papa n'a pas voulu y retourner. Non, parce que il avait trop peur d'être à nouveau pris par cette ambiance et me dire que retourner, c'était peut-être facile, mais pour repartir, c'était encore beaucoup plus difficile. Le départ d'Algérie, toujours un traumatisme pour André comme pour la plupart des rapatriés.
Ils partent en quelques mois par peur des représailles après 7 années d'une guerre extrêmement violente. Une guerre où ont péri au moins 250 000 Algériens, des combattants du FLN, le Front de Libération Nationale, et surtout des civils algériens. 25 000 militaires français et 10 000 pieds noirs. Des mois d'atrocités qui ont mis les deux communautés à feu et à sang. Les exactions de l'armée française d'un côté, de l'autre, les attentats meurtriers des combattants algériens contre les Européens. Et on est né en Algérie, c'est pas de notre faute. La colonisation, elle existait avant nous. Et ensuite, bien sûr, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Je sais pas. C'est la déchirure de ta vie, ça? Oui. Voilà. Allez, bien. À l'automne 62, c'est ici, à Carnoux, que s'installe André avec sa jeune épouse. Une petite route de Provence, comme toutes les autres, à 20 km de Marseille, tout près du petit port de Cassis. Peu de Marseillais, pourtant, savent qu'au bout, il y a une ville toute neuve, la dernière née des communes de France, Carnoux, la ville des rapatriés, des Pieds Noirs. C'est une vaste friche où André et les premiers arrivants vont bâtir en quelques années une petite commune. Où ils recréent l'atmosphère qu'ils ont connue, des toits-terrasses comme en Algérie, une église baptisée Notre-Dame d'Afrique en hommage à la cathédrale d'Alger. Aujourd'hui encore, la mairie rénovée a conservé des formes mauresques. Mais les rapatriés et leurs descendants sont de moins en moins nombreux, la moitié de la population. André fait partie des derniers habitants de Carnoux qui ont vécu en Algérie. Il vivait à Soukaras, dans l'est du pays. C'est une frontière algéro-tunisienne. La région d'Annaba, qui s'appelait Beaune à l'époque. Dans la maison d'André et sa femme, quelques tableaux évoquent l'Algérie. Mais de souvenirs, ils n'ont emporté avec eux que de rares photos. Ça, c'était en Algérie, ça. Ah, c'était en Algérie. Tout le reste, ils ont dû le laisser derrière eux à l'automne 62. Je suis rentré chez moi et mon appartement était squatté par une famille algérienne qui était rentrée. Et quand je suis arrivé pour ouvrir la porte, j'ai pas pu l'ouvrir. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, eh bien, c'est chez moi. J'ai dit, mais comment c'est chez moi? C'est à moi. J'ai mon appartement, j'ai mon linge et tout. Non, non, tu n'as plus rien ici, c'est à moi. Alors j'ai compris qu'il fallait qu'on parte. Depuis 62, je suis là. C'était difficile à l'époque. Hein. On a commencé comme des pionniers. À Carnoux, il n'y avait rien. Mais j'ai vu que c'était un grand chantier ouvert. Je me suis dit, c'est là où je pourrais travailler. La petite ferronnerie d'André a grandi. Aujourd'hui, elle a été reprise par son fils, mais on y trouve encore des outils qu'il a embarqués avec les cercueils de sa famille en 62. Ça, c'était pour couper le fer qui était en fusion dans la forge. Il n'a pas trop parlé. Il a parlé quand on était plus grand et il a été très pudique là-dessus parce que ça lui rappelait de très mauvais souvenirs avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé. La génération des exilés comme André s'est souvent tue pendant des décennies. Oublier l'Algérie, se plonger dans le travail pour s'intégrer coûte que coûte dans un pays qui n'a pas anticipé leur arrivée. L'emploi ne manque pas, mais il y a pénurie de logements. Et beaucoup de métropolitains sont hostiles à ce débarquement massif de Français d'Afrique du Nord. Les gens de France disaient qu'on était des profiteurs. Il y avait quelques familles, c'est vrai, une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas. Mais nous, tous les petits, ce n'étaient pas des profiteurs, ce n'étaient pas des gens qui faisaient suer, comme ils disaient, le burnous.
Le sentiment d'avoir été les incompris, les oubliés de la tragédie algérienne marque la mémoire pied-noir. Pourtant, la relation entre les Européens installés en Algérie, même modeste, et le peuple algérien était profondément inégalitaire. Mais les Pieds-Noirs estiment que la France leur a fait endosser les injustices de la colonisation. Un ressentiment qui a motivé en partie la création de plusieurs associations de Pieds-Noirs. Elles réunissaient leurs maigres troupes le 26 mars à Carnoux pour commémorer la tuerie de la rue d'Isly en 62. C'est la dernière ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, on va déjà faire celle-là de cérémonie. Vous la faites et puis après... les prochaines, on verra. Hein. Le 26 mars 62, des soldats français chargés du maintien de l'ordre tirent sur des compatriotes. Des partisans de l'Algérie française descendus dans les rues d'Alger après la signature des accords d'Évian, qui ont mis fin officiellement à la guerre et ouvrent la voie à l'indépendance. Plus de 60 civils sont tués et 200 sont blessés. Ancien combattant de Carnoux. Christian Fenech, racine Pieds-Noirs. J'étais un des premiers habitants de Carnoux avec ma famille. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Christian Fenech a repris le flambeau, le combat mémoriel de ses parents, et créé son association en 1999. Ce 26 mars annonce toute une série d'autres tragédies, des enlèvements, des tueries, des massacres, et qui aboutira à cette fin tragique et à l'exil de tout un peuple. Un peuple qui n'en était pas vraiment un, mais s'est soudé en France autour de ce sentiment d'injustice. La communauté s'est politisée, souvent à droite, voire à l'extrême droite. Elle s'est construite à la fois contre l'État gaulliste et la gauche anticolonialiste. Il faudra qu'on établisse la responsabilité du pouvoir de l'époque, c'est-à-dire du pouvoir gaulliste une bonne fois pour toutes. La France gaulliste ne fait pas grand cas de la tragédie Pieds-Noirs. Elle veut faire oublier au plus vite la guerre d'Algérie. Une guerre qui a traumatisé l'opinion publique française et les jeunes appelés envoyés sur le front. L'État va taire pendant des décennies les atrocités de son armée envers le peuple algérien, comme la fusillade de la rue d'Isly. Il a fallu attendre 60 ans, en janvier dernier, pour qu'Emmanuel Macron reconnaisse la tuerie. Les soldats français ont tiré sur des Français. Il est plus que temps de le dire. Ce qui devait être une opération de maintien de l'ordre s'acheva par un massacre. C'est l'aboutissement de la pugnacité du milieu associatif Pieds-Noirs qui, depuis des années, réclame au moins cette évocation. Ça n'efface malheureusement pas ce qui a pu être dit avant. Voyez-vous, le crime contre l'humanité qu'on nous colle. En 2017, le candidat Macron, en visite à Alger, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Une déclaration qui a enflammé la communauté Pieds-Noirs. Les anciens surtout, car tout le problème des associations est là. Il n'y a plus de jeunes pour assurer la relève. Le combat risque de cesser faute de combattants. Quoi donc? Non, pour l'association, il disait que c'est dur de... On rame, hein, c'est pas simple. Hein. De plus en plus, il y a une démobilisation, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais je disais que dans 20 ans... Ah oui, non, bah, n'en parlons pas. Voilà, 2 décennies, mon Dieu. Même 10 ans. Pour l'instant, on est là. J'habitais à Alger, donc ça remontait énormément de souvenirs. Et bon. Et ben, j'étais chez moi, on habite au-dessus de la rue d'Isly, et on a entendu, et le lendemain, je suis descendue avec ma sœur sur la rue d'Isly, il y avait encore, c'était jonché de plein de trucs de sang, ça a été une horreur, une horreur, une horreur. Une tuerie sans nom, quoi, et pour rien. Je garde
une immense tendresse pour l'Algérie. C'est ma terre natale. L'Algérie, si loin, si proche, juste de l'autre côté de la Méditerranée. Claudine vit aujourd'hui à Marseille. Elle a quitté Alger en juillet 62. Elle avait 20 ans. C'était la valise ou le cercueil. C'était ça, hein. Nous, le jour de l'indépendance, on est resté calfeutrés chez nous. On entendait le bruit dehors. J'ai dû sortir 2 jours après. Sincèrement, on n'avait peur. D'ailleurs, ils étaient en conquérant. Hein. Peut-être pas tous, mais il y avait quand même une grande partie. Ils avaient gagné, ils étaient chez eux. Quand j'ai quitté Alger, je me rappelle, j'ai pas pleuré. Je sais pas comment dire, avec un déchirement au fond du cœur. Voilà, un déchirement au fond du cœur. On a été heureux là-bas, hein, à part les dernières années. Hein. Et puis on partait vers l'inconnu, je connaissais pas la France, moi. Hein. J'avais jamais été. Hein. Pas de travail, pas d'appartement, pas d'argent. Pas d'argent, on n'avait pas d'argent, hein. On n'avait rien. Hein. Donc il a tout fallu reconstruire. Mais bon, on était jeunes. Au fil des années, j'ai compris quand même certaines choses, voilà. Mais nous, on était dans le feu de l'action, on était chez nous. Moi, je me rappelle, le soir, on faisait les casseroles, hein, Algérie française, on a tous fait ça, hein. On a tous rampé là-dedans. On essayait de défendre notre pays, de vouloir rester français. Peut-être encore plus que vous, et de pas partir, On gardera ça jamais en nous. Vous voyez, ça remonte. Ouais. C'est un moment d'émotion. Donc vous voyez, 60 ans après, ce que ça fait, voilà, de revivre, hein. Claudine est retournée en Algérie il y a 10 ans avec son fils. J'avais toujours ça en moi, de vouloir revoir ma terre natale. Elle replonge dans ses souvenirs avec son amie Hélène, pied noir également, qui n'a vécu que quelques années en Algérie. Alors regarde, ça tu vois, c'était ma paroisse, la paroisse Saint-Augustin. J'ai fait ma communion solennelle, et qui est devenue une mosquée. Je suis partie en larmes. Et oui, toi, tu n'as pas ces souvenirs. Je n'ai aucun souvenir, même pas visuel, quoi. Non. C'est tout au travers de mes parents que j'ai connu l'histoire de l'Algérie. Les souffrances, le déracinement, bon, la non-acceptation ici en France. Je vais te retrouver. De l'Algérie, Claudine se remémore surtout la guerre. Les attentats des indépendantistes algériens dans Alger contre les civils européens. Le Milkebar, c'est un endroit qui a été plastiqué, où des jeunes ont perdu des membres. Ah oui, non, ils ont fait quand même. 2 ans plus tard, en 1958, le général de Gaulle se rend à Alger. Il clame aux Européens. Je vous ai compris. Il n'évoque pas l'indépendance, laissant espérer encore une Algérie française. Les pieds noirs le détestent, De Gaulle. Hein. Il nous a vendus, il nous a laissé espérer, et après il nous a abandonnés. Voilà, c'est ça. Juste avant l'indépendance, l'Algérie bascule plus encore dans la violence. L'OAS, une organisation clandestine terroriste pro-Algérie française, sème la terreur. La jeune Claudine soutenait l'OAS à l'époque comme toute sa famille, mais avec le temps, elle a pris du recul. Je crois qu'une nuit, ils ont mis 100 bombes. J'étais planquée sous un lit, tellement j'avais peur. Ils détruisaient les magasins arabes. Il y a eu des atrocités de part et d'autre. Son père meurt à ce moment-là d'un cancer. Elle a retrouvé 50 ans plus tard sa tombe pratiquement intacte dans un cimetière d'Alger. On avait été à l'enterrement un jour avant de partir d'Alger, et puis on n'était plus retourné. C'est moi qui avais fait faire le carrelage au-dessus, aux couleurs de l'OAS, brun et noir. La croix n'avait pas bougé. Il était bien. On a mis des fleurs, et puis après à mon fils, j'ai dit, écoute, voilà, je retournerai plus jamais. Claudine n'a pas reconnu son Algérie. Le pays où elle est née n'existe plus.
Christian, lui, n'a pas vécu en Algérie. Il est né en France en 62, juste après l'arrivée de ses parents. Pourquoi? Moi qui suis né ici, à Cassis, là, derrière, pourquoi je suis si impliqué dans le combat mémoriel pied-noir? J'ai compris lorsque j'ai écouté cette chanson de Liane Folly, qui s'appelle Déraciné. Comme Liane Folly, j'ai été conçu en Algérie, mais je suis né à Cassis. Je crois que l'embryon que j'étais ressent ce que ressent la mer. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir aussi vécu ces événements. J'ai eu le sentiment qu'il y avait eu une injustice dans la manière dont était retracée l'histoire des Pieds-Noirs et surtout les conditions de leur arrivée en métropole. La deuxième génération, celle de Christian, a souvent repris à son compte les discours des parents sur une colonisation où il n'y avait pas que du mauvais. Elle a partagé aussi leurs blessures, leurs griefs à l'égard de l'État français. L'indépendance, à mon avis, elle était inéluctable. Le souci n'est pas là. Le souci, c'est les conditions de l'indépendance. Lorsque De Gaulle prend le pouvoir en 1958, il a encore dans les mains toutes les clés. Je pense que oui, il aurait été possible de maintenir la communauté européenne. Et je pense que l'Algérie aurait gagné. Se raccrocher à cette idée qu'un autre avenir était possible. Une façon de maintenir en vie l'existence même de la communauté pied-noir, son identité. Une identité qui est complexe pourtant, à l'image de ce nom, pied-noir, dont on ne sait pas vraiment d'où il vient. C'est un mystère. Ce qui est sûr, voilà, c'est ça, c'est que c'est un sobriquet qui est donné essentiellement à la base par des métropolitains, et c'est une insulte à l'égard des Français d'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes Français d'Algérie vont reprendre cette insulte à leur compte pour en faire aussi maintenant un terme de gloire et d'honneur. On le prend et on en fait notre identité. Si on parle de la transmission d'identité, on a un petit souci là. Ça, c'est le mariage de tes grands-parents. Ça, ce sont mes arrière-grands-parents. Le neveu de Christian, jeune étudiant, incarne bien la troisième génération. Une génération qui a entendu parler de l'exil des grands-parents, mais qui ne se sent plus investie ou traversée par cette histoire. Je n'ai pas particulièrement de rapport avec l'Algérie. Pour moi, c'est un pays qui a un passé historique comme beaucoup d'autres, et d'où forcément ma famille est issue, mais au fond de moi, je ne la vois pas comme un pays différent d'un autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et quelque part, alors, ça veut dire que notre intégration a réussi. C'est plus de l'intégration, même c'est de la désintégration. Voilà. La désintégration, vécue comme une perte par Christian, c'est un sentiment qui n'est pas partagé par tous. Danielle Michel Chiche, elle, a quitté l'Algérie sans regret en 1962. Elle avait 10 ans et voulait oublier la guerre d'Algérie. Une guerre qui l'a marquée dans sa chair à vie. Elle est la plus jeune victime de l'attentat du Milk Bar à Alger en 1956. Le premier grand attentat du FLN contre des civils européens. Elle perd une jambe et sa grand-mère est tuée par l'explosion. J'ai juste le souvenir, non pas de l'explosion, mais qu'après, je cherchais ma grand-mère, je ne la voyais pas, je criais mémé et j'avais l'impression qu'aucun son ne sortait de ma bouche. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'en fait, j'avais dû avoir les tympans un peu secoués par l'explosion et que je devais hurler comme une folle, mais moi, je ne m'entendais pas. Et c'est le seul souvenir que j'ai, c'est cette panique de ne pas la voir. Je pense que j'ai été projetée parce que j'étais petite. On était assises à la table sous laquelle était posé le sac avec la bombe. C'était peut-être ma chance aussi d'avoir eu 5 ans. Je suis restée 6 mois à l'hôpital, mais après, une fois qu'on m'a appareillée, j'ai marché et puis j'étais une petite fille qui avait envie de jouer, de vivre. Mais une petite fille qui va vivre au cœur des tumultes.
des violences grandissantes qui secouent Alger. Les souvenirs les plus violents que j'ai, c'est la dernière année et c'est les exactions de l'OAS. Un matin, en allant à l'école, on longeait un marché qui était près de la maison. Tous les vendeurs arabes étaient morts, avachis sur leur étal. Ils avaient tous été fusillés. Donc j'étais contente de partir parce que ça allait être une vie plus normale quand même. Hein. Et puis parce que j'en avais assez de porter cette histoire de la petite fille du Milk Bar. Je pense que dans l'avion du retour, j'étais la seule à être contente. Probablement tout le monde pleurait. Enfin, j'ai ce souvenir quand même que oui, les adultes laissaient leur vie derrière eux. Il n'y a pas de rancune, ni rancœur, ni colère. Et je me suis construite à l'inverse de mes parents. Eux, ils ont vécu dans la tristesse et dans la colère et dans la rancœur. Et moi, comme j'avais choisi le parti de vivre, j'ai fait mon chemin sans regarder tout le temps dans le rétroviseur et donc sans avoir de colère. Au cœur de sa vie, l'engagement et surtout le combat féministe. Au MLF, le mouvement de libération des femmes, et dans cette maison des femmes à Montreuil, où elle a beaucoup milité. L'histoire, tout court, c'était l'histoire des hommes. Et les femmes étaient totalement absentes. Elle l'a créée à l'université. Ma mère était une femme juive d'Afrique du Nord, assez traditionnelle. Et donc soumise à la loi de son mari. Et je me disais, moi je veux pas de cette vie-là. Jeune étudiante à Paris, à la fin des années 60, elle s'engage aussi pour un court temps au Parti communiste. Un PC très anticolonialiste et très hostile à l'époque à la communauté pied-noir. Mon engagement politique et mon histoire m'ont mise en porte-à-faux l'un par rapport à l'autre. Autour de 20 ans, quand j'étais encore au Parti communiste, quelquefois, je n'osais pas dire que j'avais été blessée pendant la guerre d'Algérie. Je disais, j'ai eu un accident de voiture. Parce que je sentais bien qu'il y avait une inadéquation entre les deux. On aurait attendu de moi que je sois nostalgique et donc droite, extrême droite. En porte-à-faux avec ses camarades communistes, elle l'est aussi avec sa famille. Ma famille, je ne supportais pas bien non plus mon engagement. Ma famille, bien sûr, aurait préféré que l'Algérie reste française parce que c'était leur pays. Ils n'en connaissaient pas d'autres. Ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi ils devaient quitter leur pays. Quand ils disaient chez nous, ça voulait dire l'Algérie. Et à chaque fois, je les reprenais et je disais, mais non, chez vous, c'est ici. Non, non, chez nous, c'est là-bas. Il y a 10 ans, Daniel décide de raconter l'histoire de son enfance dans un livre. Un récit intimiste et politique. Une lettre ouverte à la combattante du FLN Zora Drif qui a posé la bombe au Milk Bar. Ça me permettait de poser une question politique à la poseuse de bombes. Vous aviez raison de vous rebeller contre la colonisation. C'était dans le cours de l'histoire. Maintenant, fallait-il vous en prendre à la population civile? Question des justes dans Camus. Est-ce que la fin justifie tous les moyens? Le dialogue n'a pas eu lieu parce que Zora Drif, il faut appeler les choses par leur nom, est une apparatchik. Elle est une des rares à avoir fait une carrière de 1962 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle vient très récemment de cesser d'être vice-présidente du Sénat algérien. Et donc elle est un peu dans la statue de la commandeur. Donc elle ne veut pas me parler. Elle me dit, la réponse officielle c'est « Adressez-vous aux autorités de votre pays. C'est eux qui sont responsables de ce qui vous est arrivé, c'est pas moi. » En vain, Daniel a cherché à communiquer après la parution de son livre avec Zora Drif. Mais je dois vous dire que oui, vous avez tué ma grand-mère et vous m'avez arraché une jambe. Alors je le dis sans haine. Si vous reconnaissez ça, vous en sortiriez grandi et nous pourrions attaquer une phase positive du débat entre la France et l'Algérie. Je vais encore certainement vous choquer, et très honnêtement. Ce problème, c'est à avoir, je vais le poser. Elle n'a pas beaucoup d'humanité, c'est clair. « 60 ans après l'indépendance, les Algériens, leurs autorités en particulier, n'ont toujours pas réglé leur compte avec la France coloniale.
La plupart des Pieds-Noirs n'ont pas surmonté le traumatisme de l'exil, la perte de leur terre natale. Alors comment se réconcilier ? Pour qu'il y ait réconciliation entre la France et l'Algérie et entre nos deux histoires, peut-être faudra-t-il qu'au moins certains protagonistes meurent, mais je n'en suis pas absolument certaine parce que les générations suivantes sont encore formées avec la lecture de l'histoire de ces gens-là. La revanche prise sur la France nous a opprimés, etc. Ce qui est vrai, la France était la puissance colonisatrice, mais on n'enseigne pas la guerre comme ayant été faite des deux côtés. On voit bien qu'en France, ça a pris déjà beaucoup de temps pour enseigner la guerre d'Algérie et pour reconnaître certaines exactions de l'armée française, etc. Maintenant, il faut écrire l'histoire ensemble. Qu'est-ce qui reste des Pieds-Noirs? J'ai transmis à mes enfants le fait que je suis une Méditerranéenne. Je suis une juive laïque de Méditerranée. Il va y avoir des choses qui vont être transmises de manière diffuse, inconsciente aussi. On sera tous réunis à nouveau au cimetière. C'est terminé. On n'entendra plus parler des Pieds-Noirs. Ça s'éteindra.